C'est l'heure de 64 débats. Il est consacré ce soir à l'accord annoncé par Washington et Téhéran. Ce texte dont on ne sait pas grand-chose, peut-il vraiment apporter la paix en Iran et dans tout le Moyen-Orient? Quel est le bilan de cette guerre et peut-on dire tout ça? Pour ça, avec nous pour en parler, la sociologue franco-iranienne Azadeh Kian, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité, professeur émérite. Thierry Coville qui est toujours avec nous, chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran. Vous êtes l'auteur du livre L'Iran, une puissance en mouvement, édition Erol. Hasni Abidi en direct de Genève en Suisse. C'est là que doit être signé l'accord dont on parle vendredi dans 4 jours. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Avant de vous donner la parole à tous les trois, cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, le cadre d'accord a été signé électroniquement par Donald Trump, son vice-président J.D. Vance et le négociateur iranien en chef Mohamed Bagher Ghalibaf, au responsable américain qui annonce ça. Alexandre Malesson nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. Qu'on se le dise, ce protocole d'accord est assez mystérieux ce soir. On n'en sait pas grand-chose. Alors que sait-on sur le contenu du document au moins ? Déjà, on va mettre quelque chose au clair. On entend beaucoup parler d'accord. Ce n'est pas un accord, c'est en réalité un protocole d'accord. En d'autres termes, c'est un cadre pour des pourparlers qui doivent débuter dans un délai de 60 jours. C'est pour l'heure le seul chiffre dont on est sûr et qui a été communiqué de manière officielle. Ensuite, les deux parties ont chacun de leur côté donné certains points. Trump a parlé au New York Times hier. Il a indiqué qu'un volet des négociations porte sur l'acceptation par l'Iran d'un moratoire de 20 ans sur l'enrichissement d'uranium. Il a même laissé entendre qu'un accord pourrait être trouvé pour une durée de 15 ans. Du côté de l'Iran, niveau nucléaire, on ne confirme rien. Les autorités se contentent de dire que le document prévoit la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban. Très peu d'informations donc Alexandre, mais quelques actes visiblement, notamment sur ce qui est le nerf de la guerre, si je puis dire, le détroit d'Ormuz. Exactement, oui. Hier, Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz après la signature du protocole d'accord et après le déminage de la zone. D'après l'agence de presse iranienne Fars, des frais maritimes à verser à l'Iran auraient été ajoutés dans le document. Selon l'IRNA, c'est une autre agence de presse iranienne, l'Iran ne prend aucun engagement visant à céder la gestion du détroit d'Ormuz ni à rétablir la situation antérieure à l'agression militaire des États-Unis et d'Israël. D'ailleurs, il serait stipulé dans le projet d'accord que l'avenir de l'administration des services maritimes dans le détroit d'Ormuz sera déterminé par l'Iran et Oman. L'Iran a aussi évoqué plusieurs sujets à discuter et à négocier avec les États-Unis. Quels sont-ils ? Il y en a 4. D'abord, la levée des sanctions contre l'Iran. Ensuite, la question du nucléaire, la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Et enfin, la mise en place d'un mécanisme de suivi des engagements pris. L'agence de presse iranienne MER évoque aussi le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours, dont la moitié avant le début des pourparlers. Là aussi, absolument aucune confirmation des États-Unis. Donc, sur tous ces points, il va falloir agir avec prudence. Il y a encore de nombreux points de divergence entre les deux parties. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce point complet. Alexandre Malesson. On avait bien terminé, Alexandre. On n'avait pas tout à fait terminé. On va terminer alors. On va terminer l'Iran. Allez-y. Je voulais simplement vous signaler qu'au niveau logistique, je peux vous donner la date et le lieu. Ce sera ce vendredi 19 juin à Genève, en Suisse. Le vice-président J.D. Vance a annoncé qu'il avait l'intention d'y être. On ne sait pas encore exactement si Donald Trump y sera, mais J.D. Vance a potentiellement dit qu'il y sera. Et c'est important de le dire, puisqu'on le rappelle, Donald Trump est à Évian, donc pas très loin, effectivement, de Genève. Il était d'ailleurs arrivé tout à l'heure en provenance de la ville suisse. Alors, on évoquait cette signature électronique. Alexandre nous rappelle donc que cette date physique est prévue donc vendredi. Azadeh Kian, comment analysez-vous ces derniers développements et l'annonce de cet accord ? Écoutez, déjà, c'est une très très bonne nouvelle, même si il faut être prudent. Attendons déjà le vendredi. Et comme ça a été dit, c'est le début d'un début. Donc les négociations vont continuer au moins pendant 2 mois, voire plus. Mais déjà, on comprend que sur un certain nombre de questions, il y a quand même des accords obtenus entre l'Iran et les États-Unis. Sauf qu'il n'y a pas que ces deux acteurs. On sait qu'il y a l'acteur israélien
qui peut jouer un rôle négatif dans l'aboutissement de cet accord. Mais de ce que j'ai pu voir aussi dans la presse iranienne et de la part des autorités iraniennes d'ailleurs qui se sont exprimées, eh bien c'était assez positif. Et aussi le président Pezeshkian qui a annoncé que cet accord a été obtenu avec l'aval de l'ensemble des décideurs iraniens, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de durs du régime qui faisaient tout pour empêcher la signature de cet accord. Donc en fait en soi, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour les Iraniens de l'Iran, pour mettre fin à cette guerre totalement illégale, illégitime, inutile et qui a eu énormément de dégâts pour la société iranienne. Et justement, vous parlez d'un bilan très dur, très lourd, beaucoup de réactions évidemment dans le monde. Regardez celle du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, plus de 1740 morts, en majorité des civils, des centaines de foyers, d'écoles et d'hôpitaux détruits, une hausse généralisée des prix et des milliards d'euros de pertes, y compris en Europe. Tel est le coût du conflit. Célébrons, mais n'oublions pas et apprenons une bonne fois pour toutes que la guerre est un échec. Le dialogue et la diplomatie sont la seule voie. Thierry Coville, vous disiez en première partie, tout ça pour ça. Il a raison, le chef du gouvernement espagnol? Complètement. Et on peut regretter une nouvelle fois que... Alors, on va voir ce que vont dire les autres dirigeants européens, mais je trouve qu'il a toujours des paroles justes sur ce conflit. Oui, enfin, c'était frappant. Le ministre des Affaires étrangères omanais, il était fou de rage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin des négociations dont j'ai parlé entre l'Iran et les États-Unis fin février... Sous l'égide d'Oman. L'égide d'Oman, et c'est pour ça qu'il a fait un interview... à CBS, je crois. Je crois qu'il n'a même pas été reçu par la Maison-Blanche, parce qu'il ne comprenait pas. Enfin, cette guerre n'avait aucun sens. Ça a été très bien dit par Azadeh. Et c'était tout ça pour ça. Et on va finalement... Tout ça pour ça, mais les États-Unis et Israël disent que la République islamique est beaucoup affaiblie, qu'elle a pris d'énormes coups, qu'elle est affaiblie militairement, que l'ayatollah Khamenei a été tué. Que répondez-vous en tant que chercheur scientifique à ce récit, à ce narratif? Non, mais... Que la République islamique d'Iran, elle a quand même été attaquée par la plus grande puissance militaire mondiale et la plus grande puissance militaire au Moyen-Orient. Donc, qu'ils aient subi des coups, c'est une évidence. Mais moi, simplement sur la base des faits, j'invite tout le monde à reprendre le discours, je crois que c'était le premier jour de l'attaque de Donald Trump, et qu'il a annoncé ses objectifs, donc changement de régime, que les gardiens de la révolution déposent leurs armes, reddition sans condition, destruction du programme nucléaire iranien, destruction du programme balistique, et il se retrouve... On lui aurait dit à ce moment-là qu'il devrait négocier avec l'Iran, qu'il devrait négocier l'ouverture des 3 d'Ormuz. Je crois qu'il ne l'aurait pas cru. Donc, pour répondre à votre question, non, je pense qu'il n'y a pas de gagnant dans cette guerre, parce que les destructions en Iran étant telles, les pertes civiles ont été telles, les pertes militaires aussi. Et on ne peut pas dire que l'Iran ait gagné, mais ils ont bien résisté. Et je pense que c'est surtout du côté américain, entre ces objectifs fixés par Donald Trump et les objectifs d'Israël, qui pensaient à un soulèvement populaire, on est vraiment loin du compte. Asni Abidi, en direct de Genève, en Suisse. Je posais la question tout à l'heure en première partie à Thierry Coville, ici présent. On a parfois le sentiment que c'est désormais une république islamique, mais beaucoup plus militarisée, paradoxalement, malgré les coups qu'elle a reçus. Est-ce votre analyse ? Oui, on a l'impression aujourd'hui, en effet, que ce sont les sécuritaires qui sont emparés de la prise de décision, parce qu'en temps de guerre, comme vous le savez, il y a très peu de place pour la politique, et donc les militaires qui étaient sur le front, et en même temps, je pense aussi dans les centres de commandement, et on le voit dans certaines décisions, par exemple la décision d'attaquer certains pays du Golfe, même Oman, le Qatar, etc. On a bien vu que malgré, en tout cas, quelques mots de la part du président iranien, on sent très bien qu'il y a une aile beaucoup plus radicale qui sont emparées de ce levier. Et je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, l'un des artisans de l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire. Eh bien, pour l'ancien chef de la Maison-Blanche, cet accord entre les États-Unis et l'Iran ne représente pas une amélioration significative par rapport donc à celui de 2015. Écoutez. Il est peu probable que tout accord qui verrait le jour soit très différent ou constitue une amélioration significative par rapport à l'accord que nous avions initialement et qui avait fonctionné pendant longtemps avant que nous, les États-Unis, ne nous en retirions.
Alors là, Zadekian, on a besoin de vos explications parce que celles et ceux qui nous regardent, et quand on n'est pas spécialiste de ce conflit du nucléaire iranien qui dure depuis maintenant très longtemps, on n'y comprend plus rien. Que veut dire l'ancien président américain? Le président Obama avait négocié avec les Iraniens l'accord JCPOA pendant de nombreuses années et finalement, en juillet 2015, ils sont parvenus à signer un accord qui, si vous voulez, surveillait d'être très près le nucléaire iranien. D'ailleurs, c'est un accord international signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne et l'Iran. Et les Iraniens respectaient à la lettre l'accord JCPOA. En contrepartie, eh bien, il s'était prévu que les Européens, par exemple, puissent aller en Iran, et le monde entier d'ailleurs, pour investir dans l'industrie iranienne. Alors, Donald Trump a déchiré l'accord en 2018, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, sous prétexte que ce n'était pas un bon accord. Mais en réalité, il a déchiré tout ce qu'Obama a fait. Il a défait tout ce qu'Obama a fait. Et aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, les Iraniens ont toujours dit ne pas chercher l'arme atomique. Aujourd'hui, ils répètent la même chose. D'ailleurs, il y a un vice-ministre iranien qui aujourd'hui a annoncé que les Américains ne parlent pas de l'enrichissement de l'uranium à de faibles degrés, mais ce qui les dérange, c'est effectivement l'uranium enrichi à 60%, etc. Et on sait que les agences de sécurité et de renseignement américaines avaient effectivement démenti, avant même ce nouveau conflit, la volonté, les velléités iraniennes d'accéder à la bombe atomique. Finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrivera pas à obtenir un meilleur accord par rapport à ce que Obama avait obtenu. Et je vous propose maintenant d'écouter une réaction. Emmanuel Macron, le président français qui accueille le sommet du G7 à Évian. Il est aussi question du nucléaire iranien. Écoutez ce que préconise Emmanuel Macron. Soit il faut sortir cet uranium et le mettre dans un pays tiers pour qu'il soit contrôlé, progressivement dilué. Bon. Soit il faut le diluer sur place sous le contrôle de l'AIE. En tout cas, il faut faire que cet uranium enrichi, qui est proche du seuil dangereux, dans lequel après on peut construire des armes nucléaires, le sortir ou le diluer. Ensuite, il faut s'assurer qu'il y aura un contrôle de cette agence pour que les Iraniens ne puissent pas, dans les mois et les années qui viennent, se réorganiser pour refaire de l'uranium enrichi et construire des armes avec. Et donc ça, c'est une pression de la communauté internationale sur leurs activités. C'est un contrôle sur les sites. Et on sait comment le faire parce qu'on l'a déjà fait. On a l'impression d'entendre à nouveau un sujet qui va durer des mois. Oui, enfin, je comprends que la communication soit importante en politique et c'est normal que le président français intervienne sur ce sujet. Il faut quand même rappeler, on parlait de la déclaration du Premier ministre espagnol, les incertitudes, enfin le manque de les tergiversations quand même vis-à-vis des deux guerres qui ont eu lieu contre l'Iran. Donc moi je veux bien que maintenant on défende l'AIEA, mais nos réactions européennes, françaises et allemandes en particulier vis-à-vis des deux conflits, deux attaques militaires, on a été incapables de dire clairement que ces deux guerres ne respectaient pas le droit international. Donc je pense qu'il faut un peu réfléchir à ce qu'on a dit, à notre stratégie. Je veux bien qu'on essaye de reprendre le train et d'intervenir la diplomatie. Et il faut aussi réfléchir au fait que si on sort de ce conflit, c'est pas grâce à l'Europe, c'est grâce au Pakistan et éventuellement au Qatar. Donc, et la Chine d'ailleurs, la Chine qui salue aujourd'hui les efforts du Pakistan notamment. Hasni Abidi, vous êtes très prudent quand on vous pose la question à savoir est-ce le retour de la paix en Iran et au Moyen-Orient. Vous dites que c'est tout du moins déjà le retour de la diplomatie et c'est déjà pas mal. Vous ne croyez pas à une paix régionale, Iran, Liban, Gaza, Syrie également ? Non, on est encore loin, mais il faut saluer tout de même la réhabilitation de la diplomatie. On était très loin de la diplomatie, c'était l'annulation même de la politique. Et vous avez raison de parler du Pakistan, ils ont fait un travail extraordinaire. Tous leurs efforts ont failli justement être sabotés à plusieurs reprises. Ils ont tenu bon, ils étaient rejoints par d'autres pays, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite a joué aussi un rôle. Et c'est vrai, je rejoins tout à fait Thierry Coville quand il parle de déclaration de cette illusion de l'action politique de président français. Je crois que quand même la France, elle mérite beaucoup plus, ou l'Europe, que de faire de services après-vente. Et je pense qu'aujourd'hui, un accord, il faut travailler pour le consolider et ça ne sert à rien de revenir sur des questions. Il y a un accord cadre et il faut le consolider. Ce qui montre pourquoi les articles où l'accord n'est pas encore public, parce que tout le monde
craint justement à ce que cet accord, avant le vendredi prochain, soit encore une fois saboté. Hasni Abidi, juste une question tout de même sur ces pays-là, puisque vous les avez mentionnés, les monarchies arabes du Golfe qui ont payé aussi un lourd tribut dans ce conflit. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? L'expression, c'est vrai, est galvaudée, mais je veux dire par là, est-ce que les relations entre ces pays-là et leur allié américain va changer, et avec l'allié iranien, et avec entre guillemets l'Iran, avec qui les relations sont plus que compliquées? Oui, il y aura certainement des changements dans la région, dans l'architecture d'ailleurs de sécurité de ces pays du Golfe. La relation avec les Iraniens, attention, ces pays du Golfe ont soutenu l'accord, mais ils avaient un sentiment, habité par un sentiment de trahison double de la part des Américains qui n'ont pas voulu les protéger, mais aussi par le voisin iranien. Mais tout dépendra de ces 60 jours. Vous savez, le temps au Moyen-Orient, il est extensible. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette histoire de 60 jours. Tout dépendra finalement des suites de ces négociations, s'ils vont aboutir en effet à un cessez-le-feu durable, avec bien sûr l'engagement mutuel des deux parties. Je pense que aussi il y aura des conséquences sur les relations entre d'abord les monarchies du Golfe qui n'avaient pas une seule ligne, et aussi entre eux et les Iraniens, sans oublier bien sûr les États-Unis. Dans l'accord, on parle d'un retrait en quelque sorte des forces américaines qui sont proches de l'Iran. C'est une allusion faite aux bases militaires dans la région. Et il y a aussi un constat terrible, Azadekian. On voit ces images d'Évian, une ville d'ailleurs hautement symbolique, puisque c'est là qu'ont été signés les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie entre la France et son ancienne colonie. On voit ces images, mais va-t-on parler au G7 du sort des Iraniennes et des Iraniens? Vous le disiez tout à l'heure, Thierry Coville le disait, des milliers de morts. C'était l'argument avancé, en dehors du nucléaire, par Israël et les États-Unis, ce concept d'intervention humanitaire. Ah non, absolument pas. Bien évidemment, c'est même pas prévu. Mais de toute façon, il revient aux Iraniens de se libérer de ce régime. Il ne revient ni aux Israéliens, ni aux Américains, ni encore moins aux Européens de vouloir libérer les Iraniens à travers des guerres ou d'autres moyens. Et puis, de toute façon, la question maintenant est de savoir comment travailler avec le régime militarisé iranien afin qu'il cesse d'exécuter les opposants, qu'ils cessent de réprimer toute opposition. Mais justement, est-ce qu'il ne va pas être encore plus dur envers la population? Écoutez, là, malheureusement, moi, je ne suis pas très optimiste parce que pour l'instant, et je l'avais dit il y a plusieurs mois dans une interview avec les grands continents, que effectivement, le régime militarisé va rester militarisé. J'avais même parlé d'une hypothèse à la pakistanaise, c'est-à-dire que voilà, les gardiens ne vont pas lâcher le pouvoir, mais s'ils veulent ouvrir le pays davantage à des investissements, et c'est ça qui est prévu, puisque à un moment, Donald Trump, aujourd'hui même, a parlé d'une caisse de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. Ça veut dire quoi? Les investissements étrangers, américains et étrangers. Et ça permettrait aussi à ceux qui investissent de demander une ouverture aux militaires iraniens. Donc, effectivement, ça peut aller dans les deux sens. Mais ce que je sais, c'est que la paix va permettre à la société iranienne de se ressaisir et de remonter en puissance. Cette guerre a affaibli la société iranienne. Cette guerre a été au détriment de cette société civile en évolution. Et je pense que la paix, dans 6 mois ou dans je ne sais pas combien de mois, va permettre de nouveau à cette société de remonter en puissance. Il revient encore une fois aux Iraniens de changer leur régime. Merci beaucoup, Azadekian. Merci pour votre analyse et votre réaction. Merci également Thierry Coville et Hasni Abidi en direct de Genève en Suisse. C'est là donc que doit être signé en principe, si tout va bien, vendredi, cet accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin, dans un premier temps au moins, à la guerre et au combat.